reste 40 minutes. Je vais inviter la défense de M. Blégoudet à prendre la parole. Nous continuerons de siéger jusqu'à 13 heures et nous reprendrons après la pause déjeuner. Maître Knops, merci Monsieur le Président. C'est Maître Zoku qui va poser des questions au nom de notre équipe. Le Président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, c'est l'équipe de défense de M. Blégoudet qui s'apprête à vous poser des questions maintenant. La défense de M. Gbagbo ayant achevé son interrogatoire. Mais je puis déjà vous dire que vous allez achever votre déposition aujourd'hui. Il est très probable que vous ayez terminé d'ici à la fin de la journée. Oui, Monsieur le Président. Maître Zoku. Maître Zoku. Oui, Monsieur le Président, en fait, je suis prêt pour commencer, mais c'est parce que j'aurais aimé éventuellement ne pas avoir entrecoupé mon interrogatoire. Et donc, si on peut faire un aménagement pour que je puisse commencer et finir en une fois, dans tous les cas, je finirai dans des temps raisonnables. Voilà, sinon, c'est vraiment pour une question pratique et de la façon d'emmener mes questions. Yes, the chamber. Le Président, certes, mais la Chambre préférerait lever l'audience plus tôt aujourd'hui, plutôt que de prolonger ce volet d'audience. Pour le moment, il nous reste environ 40 minutes avant la fin de ce volet d'audience. Je crois que vous pouvez d'ores et déjà commencer votre interrogatoire. Et on fera notre pause à 13 heures. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Maître Zoku. Je suis Maître Seri Zoku. J'interviens pour le compte de la défense de Monsieur Charles Blégoudet. Et nous avons beaucoup parlé de Trècheville. Et je tenais à vous dire que je suis moi-même un enfant de Trècheville. C'est un quartier où j'ai passé pas mal de temps. Et le quartier Apollo est un quartier où j'ai trouvé refuge un soir du 18 février 1992. Donc voilà, pour dire qu'on est en terre connue. Alors, je vais commencer par des informations complémentaires par rapport à des précisions sur l'organisation militaire, puisque vous êtes un officier supérieur de l'armée. Je commencerai donc par vous demander, mais je pense que vous avez répondu tout à l'heure à cela, de nous confirmer qui est l'actuel chef d'état-major général des armées en Côte d'Ivoire. Merci, Maître. Je l'ai dit. Tout à fait. Je l'ai déjà dit. Monsieur Youssouf Bakayoko. Non, le général Bakayoko. Soumaïla. Soumaïla, c'est bien ça. Alors, de quelle région est originaire le général Bakayoko? Du Nord. D'accord. Et pouvez-vous nous dire qui est le commandant en chef de l'armée de terre actuellement? Le général de brigade Gaoussou. Pouvez-vous nous préciser son origine ethnique, donc la région? Il vient aussi du Nord. Et le commandant en chef de la marine, s'il vous plaît? Le contre-amiral Diakaïdia, vous lui parlez? Oui, Tchakraïda Konaté.
Il vient de quelle région, s'il vous plaît? Du Nord aussi. Et en ce qui concerne le commandant supérieur de la gendarmerie, qui est-il? C'est le général Gervais aussi, Qui vient? du centre. Et il a des adjoints, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me dire qui est son adjoint? Alors, there is no pause at all. Le président. Et vous ne marquez pas de pause entre la question et la réponse, ce qui rend le travail des interprètes un peu difficile. Veuillez ménager une pause, s'il vous plaît. Le commandant supérieur de la gendarmerie a 2 adjoints, effectivement. Il y a le général de brigade Vako Bamba et le général de brigade Kwasi Nicolas. Pourriez-vous nous préciser la région d'où ils viennent, s'il vous plaît? Vako vient du nord et Nicolas du centre aussi. D'accord. J'ai encore 1 ou 2 petits points à ce propos. Et le patron des forces spéciales? Le général Lassina Dombia. Il vient de? Oh, il vient de Boaké. Boaké, d'accord. Le nom qu'il porte, de quelle origine? C'est un nom d'origine du Nord, tout comme j'avais un de mes officiers du nom de Kwasi Rodrigue, qui avait un nom du centre, mais qui venait de la région de Gagnoa. Question pour dire qu'il faut faire un peu attention par rapport à l'origine des noms. A priori, c'est de la provenance, mais il y a des nuances. Il vient de Boaké, néanmoins. Oui, il a passé, oui, il est à le Boaké. Oui, c'est centre, oui, il a fait toutes ses études à Boaké et tout. D'accord. Et au niveau du GSPR, qui est le commandant en second actuellement? C'est le lieutenant-colonel Shérif Ousmane. D'accord. Et je dis de quelle région il vient? Il vient aussi de Boaké. D'accord. Et le commandant Shérif Ousmane, le concernant particulièrement, est-ce que vous pouvez nous dire, avant l'accession au pouvoir de M. Ouattara, dans quelle force il servait? Où est-ce qu'il était? Il faisait partie des forces nouvelles. C'est le lieutenant-colonel Palais Djami. Et qui, le lieutenant-colonel Palais, et je dis de quelle région il vient? Il vient aussi de Boaké. D'accord. Et le commandant Shérif Ousmane, le concernant particulièrement, est-ce que vous pouvez nous dire, avant l'accession au pouvoir de M. Ouattara, dans quelle force il servait? Où est-ce qu'il était? Il faisait partie des forces nouvelles. C'est le lieutenant-colonel Palais Djami. Et qui, le lieutenant-colonel Palais Djami, a-t-il remplacé récemment? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des mutations. C'était, je crois, Lossoni qui était là-bas, je crois. Si je vous dis Diarra Souba Youssouf. Oui, ce nom me dit quelque chose. Oui, c'est exact. De quelle origine sont-ils tous les deux, s'il vous plaît? Monsieur le témoin. Du Nord. Et en ce qui concerne
le bataillon de sécurisation de l'Est. Avez-vous en tête le commandant actuel et, si possible, le précédent commandant? Le précédent, non, mais le commandant actuel, là, qui est le chef de bataillon Moriba Kaba, était un de mes éléments. D'accord. Il est de quelle origine? Il est aussi du Nord. Merci. Je finirai ce point par Monsieur Faufier. Et donc, je vous demanderai qui dirigeait jusqu'à une période récente le 4e bataillon de Korogo. C'est exact. C'est exact. Et Monsieur Faufier, de quelle région? Il est de l'Est. Ça va. Je vous remercie, colonel. Merci bien, maître. Nous allons poursuivre sur une autre séquence et vous ramener à des précisions ou des informations que vous aviez données concernant certains officiers que vous aviez croisés vers la fin de la bataille d'Abidjan. Et au nombre de ces officiers, vous avez le lieutenant-colonel Atombré. Ces officiers étaient bien des officiers de FDS, on est d'accord, hein? C'est exact. Pourriez-vous me dire l'ethnie ou le groupe auquel appartient le lieutenant Atombré et le lieutenant-colonel Atombré, s'il vous plaît? Il est baoulé. Merci. Il a été question également du colonel-major Boniface Conan. Pouvez-vous me dire quelles étaient les fonctions que celui-ci occupait dans la hiérarchie au sein de FDS? Dans cette dernière fonction, il était le com-théâtre au niveau de Yamoussoukro. N'était-il pas non plus le chef du Démir à un moment? Naturellement, il avait le Démir. C'est du Démir qu'il a eu cette fonction. Donc, après le Démir, il est passé comme théâtre. Et les Fumako aussi? Oui, c'est les marins, fusiliers marins, commando. D'accord. Yeah, again. Le président, une fois de plus. Une fois de plus. I'm then always blamed only because you. En fait, c'est moi que l'on critique, c'est moi qui suis coupable, mais seulement parce que vous n'êtes pas suffisamment discipliné. Poursuivez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Concernant donc le colonel-major Boniface Conan, au vu des fonctions que vous venez d'énumérer, peut-on dire qu'il était un des officiers les plus importants du dispositif de FDS? Affirmatif. Alors, concernant donc le colonel-major Boniface Conan, de quelle origine est-il? Il est baoulé. Alors, je vais donc poursuivre pour des précisions complémentaires concernant donc ces FDS-là. Et en arriver au lieutenant-colonel Okumoudi, mais je pense que vous l'avez déjà dit, en ce qui concerne son ethnie. C'est juste pour bien préciser. Vous aviez dit qu'il est à Bigui, c'était bien cela?
Ok, c'est cela. Et concernant le colonel Abi, qui était donc l'adjoint du chef de corps de Boblé, avez-vous idée de son ethnie? Je crois qu'il est un bateau. Peut-être pour la facilité de la transcription, on peut épeler, si vous voulez. C'est M-B-A-2-T-O. M apostrophe. Je crois. Oui, M apostrophe. Merci bien. Alors, colonel, vous avez eu donc à citer à diverses reprises un ensemble d'ethnies qui étaient engagées donc dans les opérations, dans les combats. Je voudrais récapituler ces ethnies avec votre accord pour bien situer les choses. J'ai répondu à des questions par rapport aux ethnies. C'est ça, tout à fait. On est d'accord. Je vois la précision. Merci. Donc, tenant compte de ces différentes réponses, je note comme ethnie qu'il y avait des Atiers, des Abais, des Baoulés, des Abidji, comme on vient de le voir, des Mbato et des Dida et des Bété. Et puis, vous avez dit des Akans comme vous, donc des Apollo. Alors, donc pour qu'on puisse se situer par rapport à toutes ces ethnies et pour la bonne compréhension, je voudrais présenter à la Chambre un document. Et ce document est repris sous la référence CIV D25 0014 005. Donc 0005. On est bien d'accord. Et je vais demander Microphone, s'il vous plaît. Vous voyez donc la carte. OK. Monsieur le Président, 2 secondes, s'il vous plaît. This was the doc. Le président. C'est le document qui a été ajouté, c'est cela? Le document qui a été ajouté après que j'ai dit
que ce n'était pas une bonne chose d'avoir autant de documents. Donc nous arrivons dans notre bureau et nous voyons un nouveau courriel qui vient d'arriver, qui a trait aux documents. Et au départ, je pensais que la liste allait être diminuée de moitié, mais non. Que vois-je? Il y a 2 documents qui ont été ajoutés. Enfin, je voulais juste dire cela. Ils n'auront qu'un seul document. Donc, c'est ce que je voulais vous rassurer sur ce point. Donc, monsieur le témoin, par rapport aux ethnies que nous venons de citer, vous confirmez bien que ces ethnies ont été énumérées dans vos différentes interventions. D'accord. Oui. Alors, cette carte a pour objet de situer rapidement les principales ethnies que nous avons citées sur la carte. Donc, c'est assez visible. Si je prends les Baoulés, vous les situez où? Ils sont au centre. Au centre. Si je prends les Abais, On dirait un peu vers le sud, hein, dans la région d'Abidjan. d'accord. Les Atiers, Pareil aussi. je crois qu'un peu plus bas, il y a les Abidji. Oui, je vois. Oui. Oui. Ils sont situés. Bon, ça se voit. Mais la précision est toujours nécessaire. Plus au sud, en fait. D'accord. L'Mbato ne figure pas, mais vous savez où il se situe également. Vous pouvez le préciser peut-être pour les besoins de l'enregistrement. Je crois que c'est vers le sud. Hein. Sud. D'accord. Évidemment, je vais vous demander où sont les BT. Au sud-ouest un peu déjà. Quand on voit sur la carte, sud-ouest. Mais usuellement, on dit qu'ils sont situés À l'ouest. oui, au centre-ouest plutôt. Bon. Oui. Centre, bon, on est à l'ouest. mi-chemin. D'accord, ça va. Alors maintenant que nous avons situé ces différentes ethnies, est-ce que vous pouvez me dire, hormis les BT et les Dida, les autres ethnies que j'ai citées, donc Abidji, Mbato, Baoulé, Atié, Abé, à quel groupe ethnique et linguistique appartiennent-ils? Vous voulez parler des Abais et Atiers? Tout ce groupe. Oui, c'est les... Oui. À quel grand groupe ethnique appartiennent-ils? Le groupe Akan. Et en ce qui concerne les BT et les Dida, à quel groupe appartiennent-ils? C'est parfait. Le président a bien vu la carte et les groupes sont bien indiqués, effectivement, mais c'était nécessaire que le témoin le précise. Concernant donc le colonel-major Boniface Conan, au vu des fonctions que vous venez d'énumérer, peut-on dire qu'il était un des officiers les plus importants du dispositif de FDS? Affirmatif. Alors,
concernant donc le colonel-major Boniface Conan, de quelle origine est-il? Il est baoulé. Alors, je vais donc poursuivre pour des précisions complémentaires concernant donc ces FDS-là. Et en arrivée au lieutenant-colonel Okoumoudi, mais je pense que vous l'avez déjà dit, en ce qui concerne son ethnie. C'est juste pour bien préciser. Vous aviez dit qu'il est Abidi, c'était bien cela? Ok, c'est cela. Et concernant le colonel Abi, qui était donc l'adjoint du chef de corps de Boblé, avez-vous idée de son ethnie? Je crois qu'il est un bateau. Peut-être pour la facilité de la transcription, on peut épeler, si vous voulez. C'est M-B-A-2-T-O. M apostrophe. Je crois. Oui, M apostrophe. Merci bien. Alors, colonel, vous avez eu donc à citer à diverses reprises un ensemble d'ethnies qui étaient engagées donc dans les opérations, dans les combats. Je voudrais récapituler ces ethnies avec votre accord pour bien situer les choses. Répondu à des questions par rapport aux ethnies. C'est ça, tout à fait. On est d'accord. Voilà la précision. Merci. Donc, tenant compte de ces différentes réponses, je note comme ethnie qu'il y avait des Atiers, des Abais, des Baoulés, des Abidji, comme on vient de le voir, des Mbato, et des Dida et des BT. Et puis, vous avez dit, comme vous, donc, des Apollo. Alors, pour qu'on puisse se situer par rapport à toutes ces ethnies et pour la bonne compréhension, je voudrais présenter à la Chambre un document. Et ce document est repris sous la référence CIV D25 0014 005. Donc 0005. On est bien d'accord. Et je vais demander
Microphone, s'il vous plaît. Vous voyez donc la carte là. OK. Monsieur le Président, 2 secondes, s'il vous plaît. This was the doc. Le Président, c'est le document qui a été ajouté, c'est cela? Le document qui a été ajouté après que j'ai dit que ce n'était pas une bonne chose d'avoir autant de documents. Donc nous arrivons dans notre bureau et nous voyons un nouveau courriel qui vient d'arriver, qui a trait aux documents. Et au départ, je pensais que la liste allait être diminuée de moitié, mais non. Que vois-je? Il y a 2 documents qui ont été ajoutés. Enfin, je voulais juste dire cela. Ils n'auront qu'un seul document. Donc, c'est ce que je voulais vous rassurer sur ce point. Donc, monsieur le témoin, par rapport aux ethnies que nous venons de citer, vous confirmez bien que ces ethnies ont été énumérées dans vos différentes interventions. D'accord. Oui. Alors, cette carte a pour objet de situer rapidement les principales ethnies que nous avons citées sur la carte. Donc, c'est assez visible. Si je prends les Baoulés, vous les situez où? Ils sont au centre. Au centre. Si je prends les Abais, On dirait un peu vers le sud, hein, la région d'Abidjan. d'accord. Les Atiers, Pareil aussi. je crois qu'un peu plus bas, il y a les Abidji. Oui, je vois. Oui. Oui. Ils sont situés. Bon, ça se voit. Mais la précision est toujours nécessaire. Plus au sud, en fait. L'Mbato ne figure pas, mais vous savez où il se situe également. Vous pouvez le préciser peut-être pour les besoins de l'enregistrement. Je crois que c'est vers le sud. Hein. Sud. D'accord. Évidemment, je vais vous demander où sont les BT. Au sud-ouest un peu déjà. Quand on voit sur la carte, sud-ouest. Mais usuellement, on dit qu'ils sont situés À l'ouest. oui, au centre-ouest plutôt. Bon. Oui. Centre, bon, on est entre à l'ouest. mi-chemin. D'accord, ça va. Alors maintenant que nous avons situé ces différentes ethnies, est-ce que vous pouvez me dire, hormis les BT et les Dida, les autres ethnies que j'ai citées, donc Abidji, Mbato, Baoulé, Atié, Abé, à quel groupe ethnique et linguistique appartiennent-ils? Vous voulez parler des Abais et Atiers? Tout ce groupe. Oui, c'est les... Oui. À quel grand groupe ethnique appartiennent-ils? Le groupe Akan. C'est parfait. Le président a bien vu la carte et les groupes sont bien indiqués, effectivement, mais c'était nécessaire
que le témoin le précise. Monsieur le témoin, colonel Amicha, au regard des explications que vous avez données, serait-il de dire que culturellement, géographiquement, le groupe Krou ou les ethnies appartenant à ce groupe que vous venez de citer et les autres du groupe Akan sont différents du point de vue que je viens de vous donner et qu'ils ne sont pas apparentés? Your Honor, I object to this. Monsieur Garcia, objection, Monsieur le Président. Je ne suis pas très sûr que le témoin comprenne, mais il y a autre chose. Le Président, écoutez, le témoin, il est militaire ou il est ethnologue? Il est expert en ethnologie maintenant? Enfin, je ne sais plus. Monsieur Garcia, mais il y a autre chose, Monsieur le Président. Le Conseil de la Défense peut formuler ses questions comme il le souhaite, mais je me disais qu'à un moment donné, il allait demander au témoin s'il était d'accord avec la légende sur la carte, sur la façon dont les groupes sont positionnés sur la carte. Cela aurait dû être la première question posée parce que là, nous sommes en train de poser des questions au témoin sur ce qu'il voit sur la carte, mais nous pouvons tous le faire. On n'a pas besoin du témoin pour faire cela. Donc voilà, je ne suis pas ici pour donner des consignes au Conseil de la Défense, mais je vous le Président. Moi, j'aimerais vous dire que nous avons des problèmes à nous mettre d'accord au sujet de la carte d'Abidjan. C'est quand même plus facile de trouver un accord à ce sujet. Alors maintenant, nous sommes en train de travailler à partir d'une carte sur laquelle quelqu'un a apposé des noms. Très franchement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre comment nous pouvons travailler à partir de cette carte. Mais premièrement, j'aimerais quand même dire que le témoin, pour autant que je le sache, n'est pas ethnologue, il est militaire. Alors pourquoi est-ce qu'il devrait répondre à des questions sur les groupes ethniques? Je ne sais pas en qualité de quoi on lui pose ce type de questions et pourquoi on lui demande de répondre à ce type de questions. Je me réfère simplement aux déclarations du témoin, à sa déposition initiale, à sa déposition devant cette cour, et j'ai même le souvenir que le procureur, en parlant de l'ethnie du témoin, a dit que c'était l'un des points les plus importants. Et cette ethnie était considérée comme étant à l'origine d'un certain nombre de choses. Et il y a tout le raisonnement tenu par le témoin sur les raisons de ce qu'il appelait sa mise à l'écart, qui font appel à ces notions. Et je pense qu'il est très important justement de profiter de sa présence, puisqu'il a manifesté des connaissances très claires et il connaît bien la situation, il vient de ce pays pour éclairer votre chambre. Voilà le sens de cela, mais... Je demandais aux témoins de juste préciser, pour la bonne compréhension des choses, que le groupe Akan et le groupe Krou étaient des groupes différents. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Comme le montre la carte, je l'atteste naturellement. Je vous remercie. Je vais en arriver à... Monsieur le Président. Maître Ndri. Maître Hendry. Alors, maintenant,
Vous allez poser la question. Vous allez vous opposer plutôt à la question posée par votre collègue, votre confrère, c'est cela, Maître Hendry? Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une objection de l'équipe de défense contre elle-même. Il s'agit en fait de vous expliquer, parce qu'il faut que bien qu'on se suive. Tout à l'heure, Maître Altit a parlé des données culturelles. Et nous pensons qu'il est important que vous compreniez en fait la démarche qui est suivie. Qui ne répond pas aux données sociologiques de la Côte d'Ivoire, à savoir que ceux qui composaient les loyalistes, les forces de défense et de sécurité, les responsables, étaient composés en majorité d'ethnies BT et de groupes apparentés. Et donc, ce que mon confrère, Maître Zokou, était en train de faire, c'était de présenter à votre Chambre la réalité de la composition de l'armée ivoirienne. C'était tout cela. C'était pour, j'intervenais en fait pour que votre Chambre puisse suivre cette démonstration qu'est en train de faire Maître Zokou. Maître Hendry. Le président Maître Hendry, excusez-moi, mais est-ce que vous pensez que nous ne comprenons pas, que nous ne suivons pas, que nous n'avons pas encore compris l'évolution des choses? Ou est-ce que vous pensez que nous allons comprendre juste à la fin du procès? S'il vous plaît, de grâce. Vous savez, nous comprenons. Nous sommes ici, nous suivons et nous comprenons ce qui se passe. Donc, en conséquence, réitérer constamment les mêmes choses, revenir à la charge par le truchement de chaque témoin en posant les mêmes questions, c'est un peu trop quand même. Nous comprenons, je vous assure. Donc, Maître Zokou, poursuivez et n'oubliez pas que la Chambre est composée de juges qui réfléchissent, pensent et comprennent. Donc juste vous dire que nous nous réjouissons que la Chambre comprenne, mais la difficulté chez nous, les avocats de la défense, c'est que nous ne pouvons pas présumer cela. Donc nous sommes obligés en fait de revenir pour insister sur certaines choses. Mais si vous dites que vous comprenez, nous nous réjouissons, Monsieur le Président. But sometimes you should Vous savez, parfois vous devriez présumer certaines choses. Merci. Maître Zokou, je vous en prie. Ma réjouissance est partagée avec Maître Hendry. Donc, monsieur le témoin, vu que nous pouvons passer à un autre point, nous allons donc y arriver. Monsieur le témoin, colonel Amichia, pour accéder au commandement du groupement de la GR de Treichville, Merci, maître. Avant cela, j'étais à l'Office national de la protection civile. Et je crois à la fin du mois de novembre, je reçois un coup de fil du général de Goblet me disant qu'il avait besoin d'un officier pour remplacer le colonel Adolphe Keke, qui était commandant du groupement numéro 1. Et c'est comme ça que
Je lui ai dit, à vos ordres, mon général, mais laissez-moi le temps de venir vers vous. Ainsi, je suis allé à son bureau pour lui donner mon accord. Quoique, si je suis militaire, une affectation, quand on la reçoit, on l'exécute. Mais, comme vous m'avez dit tout à l'heure, si j'avais passé un concours, je vous ai dit non. Mais cependant, il y a quand même le cursus et il y a aussi des informations qu'on prend sur un officier qu'on veut mettre, qu'on veut coopter. Donc je crois que le général avait donc vu le colonel Sako, René, et qui lui a dit, je pense que le commandant Amicia pourrait faire l'affaire. Voilà comment il est venu vers moi. Donc, alors, une fois que le colonel, ou pardon, le général Dogbo vous a proposé à ce commandement, à cette nomination, qui est-ce qui l'a entériné, qui a pris le décret qui entérinait cette nomination? C'est le chef d'état-major qui entérine cette affectation. Parce que l'état-major gère tous les militaires, donc les affectations viennent de l'état-major disant que tel officier a une mutation de tel corps à tel corps. Et donc cette mutation n'est pas entérinée par la suite par un acte légal? Oui, c'est un message qui est mis à envoyer avec un arrêté de nomination du poste au poste de commandant du groupement numéro 1, qui est fait par le ministère de la Défense. Vous parlez d'un arrêté de nomination qui vient du ministère de la Défense. Il n'y a pas de décret de nomination. C'est un arrêté. Un arrêté. Pris par le C'est ministre. ça, ministériel. D'accord. OK. Alors, peut-on considérer que cette nomination constituait pour vous un honneur, une promotion? Oui, dans ce cas d'espèce, c'est cela, parce que c'était mon premier poste de commandement. Et là, c'était une nomination. Et c'était donc un honneur qu'on me faisait. Là, il est à sa place. Donc, au moment de cette nomination, suivant le processus que vous avez expliqué, qui fait donc appel à l'exécutif, en passant par le chef de corps, est-ce que toutes ces personnes qui vous ont proposé à ce commandement ignoraient votre appartenance ethnique, ou pouvaient-ils l'ignorer? Ils ne pouvaient pas l'ignorer. À partir du moment, au niveau même de l'état-major, aux effectifs, on a les CV de tous les officiers, donc c'est connu à l'avance. Alors, colonel,
Je reviens en disant que c'est un épiphénomène. Hein. Je peux vous lire votre déclaration. Je sais que je l'ai dit, mais ce que je veux dire, ça rentre. Arrivé à un certain stade, mon épouse venant du Nord, et moi-même étant aussi à Caen, parce qu'il y avait des oppositions, le RHDP et la MP. Et tout comme vous trouverez des BT aussi au RHDP, on en trouve aussi des Apolloniens, des Caen aussi de l'autre côté. Donc, vous n'allez pas faire d'un cas d'un épiphénomène une réalité. Néanmoins, Oui. néanmoins, si je m'en tiens, en tout cas à la déclaration que vous avez faite le 22 du 9, et c'est à la page 45 du transcript du 22 du 9, ligne 20 à 21, vous avez déclaré « Il m'est revenu que du fait de mon appartenance ethnique, je n'étais pas un homme de confiance. » Limitons-nous à cette déclaration pour savoir si c'est ce que vous avez bien déclaré. Oui, que je complète maintenant, si c'est possible, parce que je suis encore là et je peux continuer à m'exprimer. Alors, vous êtes donc en Zima ou Apollo. Voulez-vous dire que le peuple Zima auquel vous appartenez n'était pas un peuple qui soutenait Laurent Gbagbo? Si, auquel j'appartiens, hein, pas j'appartenais, je suis Oui, toujours le cas. absolument. Donc, oui, naturellement, c'était un peuple qui, je dirais, selon ma perception, il y avait deux groupes. Parce que du côté de Grand Bassam, il y a Grand Bassam, le quartier Apollo, du côté du pont, et il y a les Zabouré, côté Moussou, d'où venait la première dame. Donc, naturellement, selon les convictions personnelles, on retrouvait ce groupe-là dans un sens comme dans l'autre. Excuse-moi. Le président, juste une question. Nous avons dépassé leur limite. Donc, si cela va prendre encore beaucoup de temps, enfin, dites-moi, maître. So we, Maxime. Le président. Donc, alors nous allons dépasser, donc, et, enfin, 5 minutes. Ça sera 5 minutes de plus. D'accord? Je vous en prie. Monsieur le témoin, puisque vous situez justement un peu le champ, le Grand Bassam, la région sud-Comoré, nous permettre de comprendre comment tout cela se traduisait dans les faits. Est-ce que vous saviez que lors de la présidentielle de 2010, le candidat Laurent Gbagbo était arrivé en tête à Grand Bassam à raison de 68% et dans le sud comoré à raison de 63%. Oui. Et qu'il avait emporté donc face à tous ses autres adversaires. Je vous remercie. Vous avez touché un petit point. Donc, Mme Simone Eivé Gbagbo, vous confirmez qu'elle est également de Grand Bassam, comme vous. Oui, je confirme. Ça va, mon colonel. Je pense, pour ce qui me concerne, que j'en ai fini.
et je vous remercie d'avoir participé à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite un bon retour dans ce beau pays qui est le nôtre. Merci. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Monsieur le Président, on va rectifier quelque chose. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Maître Ndri, À la page 63, ligne 14 du transcript en français, lorsque Maître Zokou avait posé une question, c'est vous qui avez donné la réponse. Vous avez dit crou. Et ça n'a pas été, ils ont mis inaudible. Donc juste pour... I gave the answer. le juge président, j'ai donné la réponse parce que j'étais en train de lire la carte. Je le dis au fin de l'enregistrement. Oh, sorry. Okay. Merci, dit le président. Merci beaucoup. Je pense que l'interrogatoire de la défense est maintenant terminé. Je me tourne à nouveau vers le procureur. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser aux témoins? Monsieur Garcia. Monsieur le Président, l'accusation n'a pas d'autres questions à poser à ce témoin. Merci. Le Président, je vous remercie. Vous avez déjà eu le dernier mot. Ce que je dois faire maintenant, il ne me reste plus qu'à remercier le témoin. Merci, monsieur le témoin, d'être venu déposer devant nous et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les deux parties. Si vous souhaitez prendre la parole, je vous la donne. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, à la fin donc de cette audience, bénir le nom de l'Éternel des armées qui a permis que tout se passe bien. Je voudrais remercier l'Assemblée qui a bien voulu attendre ma version des faits. Saluer la Cour et principalement son président, le parquet, la défense, la partie civile, l'Assemblée ici présente, et particulièrement le président, Laurent Gbagbo. Et je voudrais dire que je suis venu ici pour m'acquitter d'un devoir citoyen, mais surtout profiter de cette tribune pour dire ma version des moments difficiles que j'ai traversés. Je m'attendais à une question de la défense, mais heureusement, au regard de sa hauteur d'esprit, cette question n'a pas été posée. Cependant, ce n'est pas aussi la même chose pour tous les autres d'obédience LMP. De quoi s'agit-il? Il s'agit un peu de ma nomination à ce poste de commandant de la garde républicaine. Beaucoup de choses ont été dites, Monsieur le Président. Mais je voudrais ici, parce que les déficits de communication et les ignorances peuvent apporter des fois des choses catastrophiques. Mais je voudrais tout simplement dire que l'autorité vient de Dieu et qu'il y a 3 moyens pour accéder à l'autorité. Soit ce sont vos compétences, soit ce sont les relations, soit ça échappe au commun du mortel, c'est la volonté de Dieu. Et je peux dire qu'il y a un adage chez nous qui dit que quand on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite et qu'il a des grandes oreilles. Aujourd'hui, si j'ai été donc à ce poste nommé, c'est que le président de la République, qui est connu, m'a recruté sur une information et sur mon CV. Je voulais donc dire mon parcours un peu. Je suis issu de l'école militaire de Bingerville, qui est une école d'excellence. Ensuite, j'ai terminé quand même à l'université avec un bac plus 4 en ex-sciences en biochimie. Et je suis quand même sorti major de ma promotion à l'école des officiers. Je crois que ce parcours-là, quand même, pourrait
permettre aux uns et aux autres de comprendre que si je suis à ce poste, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, mais qu'il fallait bien qu'il passe par quelqu'un pour me nommer, et c'était le président de la République. Donc, je remercie très sincèrement tout le monde. Et si, par ailleurs, mes propos ici tenus ont heurté la susceptibilité des uns et des autres, je voudrais très franchement présenter mes excuses, mais dire que je suis arrivé ici pour dire ma part de vérité, profiter de cette tribune justement pour la dire. Monsieur le Président, je vous remercie très sincèrement. J'en ai fini. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Comme vous venez de saluer tout le monde, vous n'avez pas salué M. Blégoudet. Je veux simplement lui présenter mes salutations également. Merci beaucoup. Monsieur Blé, cher frère, autant pour moi. Merci, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour chez vous et je vais demander à l'huissier de bien vouloir vous escorter hors du prétoire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous. Also, of course, Je remercie également Maître Carambé. Je suis désolé, je vous avais oublié. Merci beaucoup. now just 2 minutes before. Juste 2 minutes avant de lever l'audience et reprendre demain matin avec le témoin 238, si je ne m'abuse. La décision orale relative à la requête de l'accusation aux fins d'octroi de mesures de protection s'agissant de ce témoin. Le 8 septembre 2016, l'accusation a sollicité l'octroi de mesures de protection en salle d'audience sous forme de recours à un pseudonyme, l'altération des traits du visage et l'altération de la voix soit octroyée donc au témoin 238 et que l'on puisse recourir au huis clos partiel pendant les passages identifiants de sa déposition, et ce afin de garder confidentiel sans l'identité et que ne soit pas connue du public. Des informations détaillées étayant cette requête ont été déposées près de la Chambre et en annexe confidentielle ex parte, annexe D, annexe à laquelle je fais référence. Donc de l'écriture 662. Le 19 septembre 2016, la défense de M. Blégoudet ainsi que la défense de M. Gbagbo ont toutes deux déposé leur réponse s'opposant à l'octroi de ces mesures. Le 23 septembre 2016, l'unité des victimes et des témoins informait la Chambre de la chose suivante. Premièrement, que le témoin avait exprimé de vives préoccupations concernant sa sécurité et celle de sa famille, eu égard aux circonstances de son affectation professionnelle actuelle, du lieu où réside actuellement sa famille et du soutien limité dont il bénéficie ou pourrait bénéficier lui et sa famille. Et deuxièmement, en conséquence, qu'il avait demandé à bénéficier de mesures de protection pendant sa déposition. L'unité des victimes et des témoins estime que les préoccupations du témoin sont justifiées et qu'il est probable qu'il soit exposé à des représailles si son identité devait être révélée au public. Des mesures de protection pendant sa déposition pourraient lui permettre de déposer sans avoir à subir des mesures beaucoup plus draconiennes après sa déposition.
Par conséquent, la Chambre recommande donc l'adoption de ces mesures par la Chambre. La Chambre, après avoir examiné les informations fournies par le procureur, après avoir pris en compte les objections soulevées par les deux équipes de défense et après avoir évalué ou examiné l'évaluation de l'unité des victimes et des témoins ainsi que ses recommandations, estime que les mesures de protection sollicitées sont justifiées eu égard aux circonstances objectives du témoin et de sa famille. Par conséquent, et en application du paragraphe 46 de la décision relative à la conduite de la procédure, la Chambre est persuadée que les mesures de protection en l'espèce sont justifiées, par conséquent fait droit à la requête de l'accusation. Correction de l'interprète, il s'agissait du paragraphe 56 de la décision. Ainsi s'achève notre décision, nous allons lever l'audience et nous allons reprendre demain matin à 9h30 avec l'audition du prochain témoin. Et c'est le témoin de 238. Je pensais en avoir terminé. Maître Knops, désolé Monsieur le Président, juste une minute. Il s'agit de la déposition du prochain témoin. Est-ce que l'accusation peut d'ores et déjà nous dire si le quatrième témoin sera P578? Monsieur MacDonald nous a annoncé que ce témoin pourrait déposer en même temps qu'un autre témoin le 8 octobre. Je le dis parce que le 3 octobre est une fête juive et que je dois observer moi-même. Ma famille et moi, nous observons cette fête. Je sais que la Chambre avait rejeté le 3 octobre comme jour férié pour la Cour, mais le 8 octobre, ce sera le Yom Kippour. Je ne pourrai pas être ici le 3 octobre. Et je demanderai donc à la Chambre, par égard pour ceux qui célèbrent cette fête, qu'il n'y ait pas d'audience le 3 octobre. Mais si la Chambre souhaite siéger néanmoins le 3 octobre, je peux déjà dire que si l'accusation souhaite poursuivre la déposition du témoin 578 immédiatement après ce témoin, cela risque de se chevaucher avec le 3 mai, le lundi 3 octobre. Or, c'est moi qui devrais mener l'interrogatoire du P578. Je dois donc vous informer la Chambre que je ne pourrai pas être présent pour cette audience-là du 3 octobre en raison de mes obligations religieuses. Le Président, je pense que le prochain... un instant, je vous prie. 257. Well, we'll come back to this tomorrow morning. Nous en discuterons demain matin. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Juste pour vous dire et dire à votre Chambre que nous nous associons à cette demande concernant le 3 octobre, s'il serait utile pour certains des membres de notre équipe qu'il n'y ait pas d'audience ce jour-là. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Je ne pose pas la question. Enfin, merci à tous.